Nicolas, merci de participer à cette réunion déjà, c'est super sympa. Du coup, je vous avais envoyé un petit mail il y a 2 jours en récapitulant un petit peu les questions les points qu'on avait envie d'aborder. Ce sera principalement d'abord sur votre parcours et votre formation. Ensuite, si vous pouvez nous parler un petit peu du fonctionnement de l'agence, de son intérêt pour les photographes et de ce qui, par exemple, va différencier l'agence Pasco & Co des autres agences comme Vue ou je pense à Magnum, mais aussi les plus petites agences comme Poly, etc. Voilà. Et puis les gens peuvent poser des questions dans le chat qui est sur le côté. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir si à un moment vous voulez poser une question à Nicolas. Voilà, du coup Nicolas, je te laisse la parole. Si tu veux bien nous présenter un petit peu ton agence et ton parcours, s'il te plaît. Oui. Est-ce que au niveau du chat, c'est moi-même qui verrai les questions? C'est vous qui me les retransmettrez? Alors, normalement, tout le monde voit les questions, si je dis pas de bêtises. En fait, est-ce que vous voyez la conversation? Tout le monde voit les questions, mais c'est bien si tu peux les relire, Julie. Ça permettra, si Oui, d'accord, on met en ok. ligne l'enregistrement, Oui, ce parce sera que je plus simple pour les, les gens. Ouais. je Très les bien, vois pas. très bien. En fait, peut-être qu'il faut que je fasse un paramètre, mais je les vois Oui, pas sur mais le. c'est peut-être bien qu'elle vous les Oui, Là, relise je comme ça. les lirai, alors il n'y a pas de souci, ouais, je les Voilà. lirai. parfait. Eh bien, peut-être en effet commencer par un petit peu d'historique. Oui, Personnellement, en fait, j'ai fait 6 ans d'études de droit dans un domaine un petit peu différent qui est plutôt le droit public. Et au bout de ces 6 années, j'ai commencé à travailler chez un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, mais j'avais dans le coin du viseur ma passion pour la photographie. Et j'ai eu la chance, par des rencontres, entre guillemets, de pouvoir tester en fait mon intérêt pour cette activité en ayant l'opportunité de devenir assistant de photographe. On m'a présenté un photographe qui s'appelle Philippe Kess et qui est encore un de mes photographes aujourd'hui, avec lequel je travaille, et qui m'a donné l'opportunité d'essayer de l'assister sur des séances. Euh, et du coup, j'ai pu faire quelques assistanats de photographes pendant quelques temps, de manière assez limitée, hein, évidemment. Euh, et ce qui m'a permis de confirmer mon intérêt, mon grand intérêt pour la photographie. Et grâce à ces relations, finalement, d'être présenté à des attachés de presse de cinéma et de théâtre et de débuter en fait comme assistant d'attaché de presse de théâtre et de cinéma et de me rendre compte que c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas sur le long terme car pour résumer très simplement en fait l'attaché de presse est un petit peu une zone tampon entre son client et son fournisseur, donc par exemple dans le domaine du cinéma entre un producteur de films et la presse, et du coup j'ai envie de dire que ce travail de zone tampon ne m'a pas beaucoup intéressé. J'ai du coup pu profiter d'un autre contact et qui m'a permis de commencer euh, comme stagiaire dans une agence photo, une agence photographique généraliste qui n'existe plus. Il y a beaucoup de bruit parasite là. oui. Laurent, est-ce qu'on peut couper les micros qui ne l'ont pas été, s'il te plaît? Enfin, je trouve pas comment faire plus. Qu'est-ce que tu veux Non, ça a faire? l'air bon là. Bon, j'ai Non, c'est l'impression que bon. c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, Ok. de commencer dans une agence photo qui n'existe plus, qui s'appelait Europe Presse, qui était une grosse agence à l'époque, une agence française, mais qui était un petit peu généraliste, mais qui avait quand même son indépendance sur le marché et qui a été la première à distribuer sur le marché français une agence américaine haut de gamme qui s'appelait Outline, qui dépendait à l'époque de Corbis, qui a aujourd'hui également disparu, qui était un peu absorbé par Getty, et de commencer comme stagiaire en fait dans cette agence pendant à peu près 6 mois, où finalement j'ai envie de dire que ça me coûtait presque plus que ça ne me rapportait, puisque je n'étais pas, enfin, à l'époque les conventions de stage n'existaient pas et du coup c'était un petit peu la jungle, et j'ai travaillé pendant 6 mois dans cette agence en payant mes frais de transport, mes frais de repas et tout ça sans rien gagner. J'ai eu la chance de pouvoir me le permettre, on va dire, parce que c'est pas forcément accessible
accessible à tout le monde financièrement, ce genre de situation. Et j'ai du coup pu, entre guillemets, faire mes preuves dans cette agence et être au bout de 6 mois, être embauché dans cette agence. Je me suis donc au début occupé enfin, j'étais au service archives, à la distribution des archives au niveau des différents clients. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pu monter en poste et terminer finalement par m'occuper de la syndication internationale et de la production dans cette agence, qui était quand même une petite agence. Hein, on était 15 personnes, donc ça restait une petite agence. Il se trouve que je voyais que cette agence commençait à décliner et que, en prenant un petit peu les devants, j'ai commencé à regarder un petit peu les annonces et j'ai trouvé un jour l'annonce d'un photographe de musique qui s'appelle Claude Gassian, qui, je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, mais qui est un des plus grands photographes de musique française, qui a écumé, j'ai envie de dire, les portraits et les photos de scène des artistes des années 80-90 au niveau français, un petit peu aussi au niveau international. Il a été photographe de la tournée internationale des Rolling Stones 2 fois de suite. Enfin, personnellement, je considère que c'est un grand photographe avec un très beau travail, très intéressant. Et voilà, j'ai commencé à être son salarié. J'ai dû le rester à peu près 6-7 ans. Il avait 2 personnes salariées chez lui, ce qui prouve quand même le niveau de son activité. Et je peux vous dire, avec les chiffres de vente de l'époque, on parle donc des années fin 90, début 2000, que les chiffres de vente étaient quand même assez impressionnants pour une seule personne. Il avait donc son assistante photo, qui était sa salariée, et également moi, qui était son salarié pour toute la partie représentation et vente. J'y suis resté, je crois, 5-6 ans. Et le marché, lui, était très fortement dépendant du marché de la musique. Et il se passait dans le domaine de la musique ce qui s'est passé au niveau en fait, des producteurs et des distributeurs de musique tels que Universal, Warner, Sony. Il y a eu comme le début de la dématérialisation de la musique, qui a entraîné une énorme baisse des ventes physiques de disques, ce qui s'est traduit par un appauvrissement du milieu et donc une baisse, j'ai envie de dire, de la représentation de la musique, notamment dans la presse, et par la réduction des budgets et donc par l'augmentation des photos distribuées gracieusement comme libre de droit, entre guillemets, par les maisons de disques, et donc la baisse des chiffres d'affaires. Euh, Moi, la relation avec ce photographe était bien, mais pas forcément tout à fait simple. Et du coup, j'ai ouvert mon esprit, entre guillemets, et j'ai du coup commencé à représenter 2 photographes. J'ai arrêté d'être salarié et j'ai commencé à représenter deux photographes, Claude Gassian et le photographe dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont j'avais commencé à être assistant, Philippe Kess, qui est un portraitiste de cinéma. J'avais donc 2 casquettes, la musique et le cinéma. De manière assez naturelle, à un moment donné, j'ai voulu rajouter de la littérature pour couvrir de manière assez large le champ culturel. Et je me suis donc retrouvé avec 3 photographes. Mais tout ça était à l'époque, j'ai envie de dire, c'était une injonction naturelle. Je n'avais pas de structure à l'époque. C'est plus que je représentais comment je veux dire, commerciale ces 3 photographes. Et voilà, la machine s'est mise en route. J'ai rajouté ensuite un autre photographe de musique plus jeune, Mathieu Zazo, qui vient de Louis Lumière d'ailleurs. Et qui donc a complété. Et voilà, en fait, la machine s'est un petit peu installée comme ça. J'ai commencé au fur et à mesure à rajouter des photographes dans la distribution. Et en 2007, j'ai fondé donc Pasco & Co. Donc, je suis profession libérale, je n'ai pas fondé de société. J'aurais pu le faire, mais j'ai choisi de ne pas le faire pour éviter les contraintes administratives. Et donc, à partir de ces années-là, en fait, j'ai continué à augmenter régulièrement le nombre de photographes pour arriver aujourd'hui à 12 photographes qui sont, on va dire, qu'on peut définir comme des portraitistes de manière vraiment assez large, hein, finalement, puisque portraitiste, ce n'est pas uniquement faire du studio ou du portrait de manière stricte, mais c'est un grand, finalement, champ photographique. Et personnellement, aujourd'hui, je les définis plus comme des photographes de l'humain, de manière plus large. Voilà, nous sommes aujourd'hui à 12 photographes.
Le dernier à nous avoir rejoint est Audouin Desforges. Nous sommes en 2020, en 2016. Et je compte certainement rajouter encore des photographes, certainement cette année, à un rythme, j'ai envie de dire, léger. Le but n'est absolument pas de devenir une grosse structure. Donc, je pense que le maximum de photographes que je prendrai dans mon équipe sera de, on va dire, 15 photographes pour continuer et tout ça pour finalement continuer à bien faire mon travail et à pouvoir m'occuper pleinement et correctement des photographes que j'ai en charge, enfin que j'ai en charge, avec lesquels je collabore, et non pas tomber dans un excès qui arriverait finalement à diluer la relation que j'ai avec chacun d'entre eux et la capacité que j'ai à m'occuper d'eux individuellement. Ok. Donc, du coup, tu évoquais un peu le nombre de photographes de ton agence. Comment est-ce que tu les choisis, ces photographes? Alors, on va dire qu'historiquement, donc le début a été d'ajouter finalement dans le champ du portrait des domaines. Alors, c'est un peu bête à dire, hein, mais finalement, dans le domaine des portraitistes, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y en a quand même beaucoup qui ont une spécialité. En tout cas, dans les miens, il y en a beaucoup qui ont une spécialité parce qu'ils se sont développés par affinité par rapport à un secteur ou par rapport à un relationnel. Et donc, finalement, notamment dans les premiers que j'ai pris, il se trouve que chacun était un petit peu spécialisé sur un secteur. Donc, encore une fois, les deux premiers sur la musique et le cinéma. Ensuite, j'en ai rajouté un dans les littératures, Jean-Luc Bertini, Mathieu Zazo à nouveau dans la musique. Et après, il se trouve que il y a pas mal de photographes de libération que j'ai intégrés dans mon équipe. Euh, à une époque où Libération était un titre beaucoup plus important, à la fois économiquement et également photographiquement parlant. Hein, c'est un petit peu une référence photographique. Et donc, je me suis retrouvé à prendre des photographes qui étaient un petit peu plus diversifiés, évidemment, parce qu'il dépendait d'un client qui leur faisait faire plus de travaux. Donc, le champ du portrait, finalement, s'est élargi. Et j'ai envie de dire qu'à partir de 2013-14, finalement, j'ai choisi les photographes en fonction de leur écriture. Enfin, selon deux critères. On va dire, premièrement, en fonction de leur écriture. Et le but pour moi était finalement de prendre des photographes qui apportaient une écriture différente par rapport aux autres photographes qui étaient déjà en collaboration avec moi, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des écritures entre guillemets concurrentes. C'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu radical ce que je dis, mais ce n'est pas autant que ça. Est-ce que finalement un portraitiste a une écriture qui est tellement propre à lui-même qu'il ne va pas empiéter sur l'écriture des autres? C'était un petit peu exagéré, mais finalement, par l'utilisation des lumières, des cadrages, du numérique ou de l'argentique, par la douceur de leur écriture ou par leur caractère un peu plus dur, finalement, personnellement, en tout cas, je considère que les écritures des photographes sont vraiment différentes les unes des autres. Et donc, j'ai fait en sorte de prendre des photographes qui ne viendraient pas, premièrement, qui ajouteraient une nouvelle écriture par rapport aux autres photographes déjà existants, et deuxièmement, qui n'iraient pas empiéter, entre guillemets, sur l'écriture des autres. J'ai voulu toujours respecter le fait que chaque photographe avait sa place et pouvait défendre son identité dans la structure. Donc finalement, les photographes ont été recrutés par rapport à leur apport en termes d'écriture, par rapport à leur non-concurrence par rapport à d'autres, et c'est ce que je continue à faire. Les nouvelles écritures que je vais recruter vont également être des écritures différentes et qui apportent, j'ai envie de dire, en termes de peut-être pour combler des lacunes dans les écritures que je peux avoir aujourd'hui dans ma structure. Ça, c'est le côté photographique. Il y a également le caractère humain qui est très important. Je suis très attentif à la relation que j'ai avec mes photographes. J'ai envie de dire que ce n'est pas une dimension aussi importante que la dimension artistique, mais finalement quasiment autant. C'est-à-dire que je rencontre plusieurs fois les photographes avant que l'on envisage une collaboration pour être sûr que le photographe qui sera intégré, partagera les mêmes valeurs que nous partageons
au sein de la structure, nous ne sommes pas une coopérative, nous ne sommes pas un collectif, mais j'ai tendance à nous définir comme une petite famille. J'ai des relations euh, très agréables avec mes photographes, voire amicales. Eux-mêmes, finalement, s'entendent globalement très bien les uns avec les autres. Voire se voient en dehors des réunions professionnelles que nous faisons, se voient individuellement, se reçoivent les uns chez les autres. Et pour moi, cette dimension humaine est pas aussi importante évidemment que la dimension artistique, mais finalement est très importante parce que c'est le type de relation et notamment de relations de confiance et notamment de partage de valeurs que j'ai voulu dans la relation avec les personnes avec lesquelles je travaillais. Et je pense que c'est également important pour eux. Ok. Et moi, je me demandais, en fait, vous, en tant qu'agent, très concrètement, vos missions, en fait, c'est quoi? C'est de ramener des clients à vos photographes, c'est de protéger leurs intérêts, c'est de diffuser leur production. En fait, est-ce que vous pouvez faire un petit récapitulatif de vos missions, en fait? Oui, bien sûr. Alors, le travail finalement de représenter des artistes, il va être très varié et divers. On va avoir évidemment le cœur en fait de l'activité, ça va être finalement de les représenter économiquement parlant, photographiquement parlant. Donc ça, c'est large et varié évidemment. Donc ça va être les représenter au niveau d'une diversité de clients. Il se trouve que chez nous, on va dire que on a débuté finalement avec uniquement une activité de représentation envers la presse. Ce sont quasiment tous des photographes on va dire même tous finalement, des photographes qui viennent du domaine de la presse, qui travaillent avec de la clientèle magazine et quotidien. Depuis 3 ans, évidemment, aussi sur un constat économique, hein, qui est que la presse est un domaine qui est en renouvellement, on va dire, en transformation, avec une perte de lecteurs, une digitalisation pardon, en cours, sur lequel on n'a pas encore énormément de visibilité. Donc depuis 3 ans, on a élargi considérablement le champ de nos interventions et on a développé toute la clientèle de communication, de publicité, de corporate, institutionnelle, culturelle, théâtre, institution musicale. Et donc voilà, on a énormément élargi le champ de notre clientèle. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on va être à peu près à 65-35, quelque chose comme ça, 65 presse et 35% sur les autres domaines, mais évidemment, les autres domaines sont en accroissement. Donc il va y avoir la partie économique. Il va y avoir la partie finalement artistique aussi, qui va être aussi très large, c'est-à-dire que ça va être accompagner un photographe sur une exposition, accompagner un photographe sur la réalisation d'un livre, sur la réalisation, mais donc sur la sortie du livre, sur la communication au niveau du livre, mais également sur sa réalisation, l'aider au niveau des avis sur le choix des photos, la maquette, les maisons d'édition. Donc après les expositions qui vont avec, donc ça va être un accompagnement artistique. Cet accompagnement artistique qui va également être finalement presque au quotidien. On se rend compte que les artistes très souvent et très majoritairement manquent, et c'est pour moi tout à fait humain et normal, manquent de recul sur leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont avec un travail quotidien, chronophage, avec une gestion finalement quotidienne aussi très importante. C'est-à-dire que lorsqu'on est photographe, j'ai envie de dire finalement qu'on soit indépendant et qu'on soit rattaché. Bon, évidemment, quand on est salarié, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on est indépendant, finalement, il y a l'aspect photographique, mais il y a également tous les autres aspects qui sont finalement énormes et très chronophages, qui vont être évidemment la phase post-production, hein, la phase post-production qui prend de plus en plus de place, sans parler de l'époque argentique que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu ou seulement connaissent, enfin, même si un retour de l'argentique, connaissent de manière assez légère, mais il faut quand même se rendre compte de la différence entre
le travail de post-production qui se faisait à l'époque argentique et celui qu'on fait maintenant à l'ère numérique et digitale. Et ça, c'est quand même quelque chose de très chronophage. Hein. Ça prend un temps que souvent, finalement, le client ne prend pas en compte et oublie que lorsqu'une photo a été faite, et ben, finalement, derrière, il y a énormément de travail et que ce n'est pas juste du tic-tac Kodak, tu as fait une photo et tu me l'envoies. Donc, il y a cet accompagnement, donc le travail de photographe est énormément pris par ça, mais va être également pris par la recherche de clients, par la communication, je ne sais pas, par exemple la réalisation de newsletters, d'entretenir le relationnel avec le client, par la partie administrative évidemment, selon le statut, les déclarations aux AGSA, l'obtention d'une carte de presse, la comptabilité, la relance facturation, qui est quelque chose qui, je peux vous le dire, prend beaucoup de temps. La facturation et la relance de la facturation, le paiement par les gens, c'est quelque chose qui a déjà été, j'ai envie de dire, pas compliqué avant, mais voilà, il y a les gens qui font bien leur travail, il y a les gens qui payent de manière régulière et en délai, et il y a aussi beaucoup de clients qui ne le font pas. Et pour certains, on pourrait même se demander s'il n'y a pas de la mauvaise volonté de ce côté-là. J'espère qu'évidemment, la situation actuelle ne va pas empirer cet état des choses. Donc, en fait, le photographe a énormément, finalement, ce n'est absolument pas réduit à uniquement une activité artistique. Il y a également beaucoup de choses à côté. Et quand je dis beaucoup de choses, je ne pourrais pas le quantifier au niveau temps, mais je pense que c'est évidemment beaucoup plus que 50% de leur quotidien d'avoir à gérer tout cet hors artistique, finalement. Donc, moi, ça va être aussi finalement de les accompagner dans ce quotidien-là. Donc, encore une fois, les photographes très majoritairement manquent de recul, même si certains sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, performants dans ce domaine-là. On arrive à beaucoup mieux sélectionner les images qu'il faudra envoyer, et ça vient évidemment d'autant plus avec l'expérience. Moi, j'ai la chance d'avoir des photographes qui ont quand même beaucoup d'expérience, enfin beaucoup, qui ont en tout cas plusieurs années de métier, minimum, j'ai envie de dire une dizaine, et donc évidemment, plus l'expérience se renforce et plus on arrive à gérer finalement la partie artistique de manière correcte. Mais voilà, il y a évidemment toujours besoin d'accompagnement par rapport à ça, les aider dans toute la partie administrative, les coordonnées de facturation, les relances de paiement, enfin voilà, c'est aussi mon travail. Et donc finalement, j'ai envie de dire, mais ça c'est peut-être propre à moi-même parce que j'ai une excellente relation avec mes photographes et qu'elle dure depuis longtemps, puisque ils sont, j'ai envie de dire, le dernier rentré maintenant est rentré donc il y a 4-5 ans, désolé, je n'ai pas une excellente mémoire du passé, et le plus ancien, il y a 15 ans. Quoi. Donc, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, non, pardon, je crois que c'était au niveau de l'accompagnement. Non, j'ai oublié, désolé. Justement, au niveau de l'accompagnement, moi j'avais une question sur la partie artistique. Je voulais savoir si vous interveniez parfois dans l'editing ou dans les choix de retouches qui étaient apportés par les photographes. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous insistez particulièrement sur l'importance de conserver une pratique personnelle en dehors des productions, par exemple pour la presse, etc. Alors, sur l'intervention, j'ai envie de dire, ça va dépendre des photographes. Il y a des photographes qui, encore une fois, ont développé avec le temps un goût sûr et affirmé. Et finalement, qui vont laisser peu de place sur l'editing quotidien, c'est-à-dire sur leurs travaux quotidiens, sur la remise des travaux clients. J'ai envie de dire, maintenant, encore une fois, avec l'expérience qu'ils ont acquise, finalement, la quasi-totalité d'entre eux, finalement, font leurs editings quotidiens absolument sans moi. Ils vont juste, finalement, me questionner lorsque soit ils auront des hésitations, ça arrive des fois, notamment dans les cas de rush. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si il y a beaucoup de travaux à rendre, si le flux de travail est tendu, il y a un moment donné, ils vont nous donner un coup de main.
un coup de main pour soit le choix des photos qu'ils ont éditées, soit des fois directement sur l'editing. Là, je parle de cas assez rares où il y a vraiment des fois des flux de production qui sont vraiment très importants. Ils sont débordés. Voilà, je mets la main à la pâte, entre guillemets, pour aller les aider et avancer sur le travail. Après, je vais beaucoup plus intervenir dès qu'on va rentrer sur autre chose qu'une la remise d'un travail quotidien, une petite commande ou tout ça, ça va prendre de l'ampleur. C'est-à-dire dès qu'on va être sur des portfolios, des séries, des projets d'exposition, des projets de livres, des soumissions, des résidences artistiques. Voilà, dès qu'en fait l'enjeu va être plus important que la remise d'une commande assez simple, voilà, là ils vont beaucoup plus me solliciter. Et après, également aussi dans les domaines qui vont finalement avoir une plus grande implication financière. Dès qu'on va rentrer, parce qu'évidemment, il y a quand même une grande différence financière dans les différentes, de revenus, on va dire, finalement, dans les différents domaines dans lesquels nous intervenons, entre la presse, dont on va dire le montant moyen de commande va aller du plus petit, qui va être de 200 € à un niveau moyen d'une commande simple dans les 300, 400 € et qui va aller après, qui peut monter à 1000, 1500, 2000, 2005 si on est sur des portfolios, sur des sujets entiers, sur des reportages de plusieurs jours. Voilà. Et de l'autre côté, tous les domaines de la communication, de la publicité, du corporate, où tout de suite, finalement, on est sur un montant individuel qui va démarrer de, on va dire au minimum, je ne sais pas moi, 2000, 2500 € et qui peut monter après à des sommes beaucoup très importantes qui peuvent aller je sais pas, dans les 30 000 € pour des énormes travaux de commande. Donc là, évidemment, dès qu'on passe sur des enjeux financiers plus importants et aussi sur finalement, parce qu'évidemment, la contrainte aussi d'avoir beaucoup plus de budget pour la réalisation d'un travail, c'est que souvent, il y a beaucoup plus d'intervenants. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont être impliquées dans le choix des photos. Il va y avoir des relations complexes à gérer comme un commandeur, enfin, celui qui a commandé une séance photo, mais qui aura derrière lui-même un client à satisfaire, un annonceur à satisfaire, voilà, une multiplicité d'intervenants. Donc finalement, là, on va être évidemment beaucoup plus vigilant à la fois sur la qualité du travail qu'on va rendre et sur les attentes des différents clients intervenants dans ce dossier-là. Et donc là, beaucoup plus, ils vont me demander mon avis pour que on fasse vraiment le mieux possible pour rendre le meilleur de ce qui peut être rendu. Également, évidemment, sur les gros projets artistiques, d'exposition, de livres, là, voilà, donc finalement, dès que le projet a beaucoup plus d'importance que juste un travail d'une commande quotidienne sur lequel ils vont être beaucoup, beaucoup plus autonomes, voilà, dès que évidemment, ça prend de l'ampleur, évidemment, ils me solliciteront plus. Et rappelez-moi votre deuxième question. Ma deuxième question, c'était est-ce que vous accordez une importance particulière au fait de conserver une pratique personnelle en dehors des travaux de commande? Oui. Est-ce que vous... Alors, Ouais. oui. Alors pour moi, en effet, c'est quelque chose d'essentiel que les photographes continuent à se détacher de la contrainte économique ou de la contrainte d'avoir un client qui passe une commande. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte, alors je parle évidemment des photographes qui vont travailler dans les secteurs que j'ai évoqués, mais aussi, on pourrait presque un peu l'extrapoler sur les photographes qui seraient uniquement, par exemple, dans le domaine artistique des galeries, de l'art, en fait, photographique. Les contraintes seront beaucoup moins importantes, mais finalement, je pense que
Elles le sont, évidemment, mais il ne faut pas tomber dans le leurre du fait que lorsqu'on travaille uniquement dans le domaine de l'art, il n'y a pas de contraintes. Je pense que c'est un petit peu, c'est totalement extrapolé finalement la vision de la contrainte de ce secteur-là. Mais en tout cas, pour revenir au mien, les photographes sont finalement pétris de contraintes quotidiennes. C'est-à-dire que consciemment, mais également inconsciemment, un photographe qui va répondre à une commande d'un client va devoir consciemment intégrer les contraintes de la commande, c'est-à-dire que, par exemple, si on parle de la presse, il va y avoir les contraintes de l'identité visuelle ou photographique développée par le magazine ou le quotidien. Voilà, on ne travaille pas de la même manière, on ne rend pas la même écriture photographique à un journal comme le L ou Le Monde. Voilà, ces journaux-là font appel à des écritures différentes, des fois qui se retrouvent, mais quand même assez rarement. Et donc finalement, on fait appel à une écriture parce qu'elle correspond à la ligne artistique de son journal, et que évidemment le photographe qui répond à cette commande-là va tâcher évidemment de coller à la ligne artistique de son client demandeur. Après, se rajoute évidemment, dans le cas de la presse, les contraintes de maquette qui sont énormes. Voilà, la maquette abîme la photographie, hein, c'est-à-dire que entre les recadrages, les incrustations de texte, les formats, le 24-36 ne rentre pas dans les formats presse habituels. Voilà, c'est quelque chose que le photographe intègre, j'ai envie de dire consciemment et inconsciemment, dans le but de satisfaire de son client. Après, si on va dans les domaines de la communication, de la publicité et tout ça, évidemment, j'ai envie de dire que les codes seront encore plus stricts. Rares sont les clients, de manière générale, qui laissent une carte blanche à un photographe. Ça existe, hein, il y a des deux côtés, aussi bien du côté de la presse, des journaux qui laissent encore des cartes blanches. Ils sont de plus en plus rares, malheureusement. Et quelqu'un qui va uniquement faire confiance à l'œil du photographe, on va dire, on pourrait les compter sur les doigts de deux mains. Les autres ne laissent plus cette liberté-là. Et dans le domaine de la communication, de la publicité, pareil. Il y a très peu de gens qui vont laisser cette liberté-là. Mais ça arrive. Un de mes photographes, Stéphane Lavoué, a eu la commande Pernod Ricard, de la carte blanche Pernod Ricard l'année dernière, qui a été exposée à Paris Photo. Voilà, bon, là, on avait une carte blanche. Après, c'est une carte blanche à la fois réelle et à la fois un petit peu fausse, dans le sens où, évidemment, même les cartes blanches dans le domaine de la communication sont faites dans un but de communication. Donc, le photographe, même s'il a une carte blanche, évidemment, il n'a pas totale liberté. Derrière, ce sera utilisé à des fins de communication. Il y a des directeurs artistiques qui sont sur la réalisation de la prise de vue, et voilà, qui, même s'il y a une carte blanche, vont quand même un peu orienter. Du coup, le travail personnel, donc encore une fois, les photographes consciemment et inconsciemment, parce que même sans se l'avouer, souvent ils ont intégré ces contraintes, j'ai envie de dire, naturellement, pour satisfaire le client. C'est quelque chose de très basique finalement, et dans tous les domaines, lorsqu'on a un client, que ce soit photographique ou autre, hein, dans la vie économique, lorsqu'on a un client, quand même, le but, c'est de le satisfaire. Donc, du coup, voilà, d'intégrer la satisfaction et donc les contraintes du client. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus nécessaire, finalement, que le photographe maintienne et continue à développer un travail personnel en dehors de toute contrainte. C'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer à exercer son œil, son art, de manière totalement indépendante des contraintes commerciales, tout simplement. Je pense que c'est nécessaire parce que c'est par ce moyen-là, finalement, que le photographe va pouvoir faire continuer à évoluer sa photographie, son œil, son art, et donc d'être amené certainement à proposer d'autres choses dans le futur, une évolution de son écriture,
et de continuer à évoluer photographiquement, à corriger finalement des défauts que l'on avait, à améliorer la gestion de sa lumière ou pas, ou ce genre de choses, de sa post-prod évidemment, puisque la post-production c'est éminemment quelque chose d'expérience. Il y a des bases, mais après il y a toute l'expérience qu'on développe grâce à ça. Et donc finalement pour moi c'est extrêmement important que les photographes continuent en effet à avoir cette liberté artistique et photographique. Par contre, ne nous l'aurons pas dans le sens où, premièrement, il y a dans les photographes, en fait, il y a les photographes qui sont partis d'une vision artistique de la photographie et donc qui vont vouloir la développer tout au long de leur vie professionnelle. Mais il y a ceux qui… la photographie, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, et heureusement d'ailleurs. Être photographe, pareil, c'est quelque chose de très polymorphe. Et du coup, finalement, il y a ceux qui ont finalement intégré ce développement artistique dans leurs travaux et dans leur vision de leur profession. Et il y a ceux, en fait, finalement, qui ne l'ont pas forcément très intégré, qui ont juste voulu vivre de la photographie. J'ai envie de dire, je ne sais pas comment être assez juste là-dessus, mais finalement dont le rêve était d'être photographe et de pouvoir en vivre de façon quotidienne, mais finalement sans avoir de prétention artistique. Dans mes photographes, il y en a certains qui vont avoir comme but ultime de faire des livres et de faire des expositions, et je pense qu'évidemment c'est quelque chose quand même de partagé par tous, cette reconnaissance artistique en dehors des contraintes économiques, une exposition où ils vont avoir la possibilité d'exposer librement leur œil, leur vision. C'est quelque chose, c'est pas le Graal, mais presque. Tout le monde a envie de ça, et qu'en plus, ce travail-là soit reconnu, soit par la vente de livres, soit par la vente de tirages. Ça, quand même. Mais au quotidien, il y en a qui vont avoir plus la satisfaction du client comme but quotidien que finalement, j'ai envie de dire, une vision de la photographie très personnelle. Voilà, donc, mais en tout cas, oui, et ça, personnellement, je le réinsiste très souvent auprès de mes photographes, et notamment ceux qui sont pris dans un flux quotidien de travail dense et finalement qui leur empêche de prendre du recul et de se projeter sur ce que c'est que la photographie, sur leur vision de la photographie. Moi, je leur répète en effet régulièrement le fait qu'ils doivent garder du temps pour continuer et à progresser et à développer des travaux personnels. D'accord, merci beaucoup. Ma question suivante, ça porterait plutôt sur la diversification de vos activités, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de demandes enfin, les photographes sont de plus en plus amenés à faire de la vidéo ou de la 3D ou des gifs animés, par exemple. Et donc, est-ce que vous, plus tard, vous pensez vous diversifier à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, alors ça, ce n'est qu'un constat, j'ai envie de dire, de partir sur le fait que le médium photographique, est-ce qu'il est en perte de vitesse? Je n'en sais rien. Par contre, il y a en effet certainement… Est-ce que c'est une révolution des usages? Je n'en sais rien non plus. Je pense qu'en fait, je pense qu'on est sur une phase de transition et de questionnement. Le médium photographique, je pense, commence à perdre de son importance et de son influence. Et parallèlement, le progrès tous les progrès dans le numérique font que vous, jeunes étudiants, êtes heureusement amenés à toucher et à développer les compétences de tout cet aspect numérique, ce que n'ont pas forcément eu tous les photographes, dans le sens où, premièrement, il y a des différences de génération, ça évidemment, et deuxièmement, moi, dans mes photographes, j'ai la moitié d'autodidactes, la moitié de photographes qui n'ont pas fait d'école de photographie et qui se sont développés dans la photographie grâce à leur passion et à leur expérience.
Donc évidemment, il y a aussi, j'ai envie de dire, une maîtrise de l'outil informatique qui va être différent selon les générations et selon le fait qu'on a fait une école formatrice dans ce domaine-là ou pas. Ça, c'est le premier constat. Après, au niveau donc, ce qui fait que en fait, les jeunes, je pense que c'est très important, en effet, sont beaucoup plus touche à tout, entre guillemets, au niveau de leur pratique photographique et de leur maîtrise informatique, et ce qui leur permet de développer beaucoup plus de compétences que des générations d'avant. Et je pense que c'est tout à fait bénéfique de continuer dans cette direction parce qu'au niveau des usages, on voit une lente évolution. Si je reprends un petit peu historiquement, pour moi, ce qui a été ce que j'ai vécu au niveau du domaine de la musique dans les années 90-2000, qui a été un petit peu la première révolution numérique qui a touché un secteur entier. On a donc eu une baisse, un écroulement des ventes physiques de disques au bénéfice du piratage illégal au début, quand même, de la musique et du développement du MP3, puis des plateformes numériques audio, puis du streaming. Voilà, ce qui fait qu'on a eu un écroulement du secteur de l'industrie du disque musical au début et qui maintenant commence à être compensé, notamment par un petit peu l'explosion du streaming depuis quelque temps, et ce qui permet au secteur de remonter doucement. Si on parle du niveau de la presse, par exemple, voilà, si on vient à la presse, on est en plein dedans, avec finalement beaucoup de décalage par rapport à la musique. On est depuis quelques années donc face à une vente, des ventes physiques de papier, de magazines et de journaux, et qui s'accentue fortement, sur lequel les patrons de presse n'ont pas encore trouvé la solution miracle, et certainement beaucoup par incompétence de ces gens-là. Franchement, je pense que beaucoup de gens n'ont absolument pas, beaucoup de groupes de presse n'ont absolument pas pris l'ampleur de ce qui se passait, n'ont pas réagi à temps et ne sont absolument pas visionnaires sur le domaine, et notamment par le fait que les groupes de presse sont détenus par des gens par des groupes industriels ou économiques dont finalement cette activité ne va représenter qu'entre 1 et 5% du chiffre d'affaires. Donc évidemment, ce n'est pas là qu'ils mettent leur énergie. Là, en ce moment, et notamment par la pandémie que nous vivons actuellement, on voit une très forte progression des ventes numériques, des abonnements numériques, d'un côté, avec des abonnements en hausse vraiment très très importante au niveau des news, des quotidiens tels que Le Monde et Le Figaro, des news, et en ce moment vraiment dans une bascule vers le modèle numérique, et aussi le développement des plateformes entre guillemets de streaming de presse, les kiosques presse que nous offrent nos différents opérateurs téléphoniques, et qui permettent finalement, grâce à un abonnement mensuel, de consommer de la presse. Voilà. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé finalement dans la musique il y a 10-15 ans. On le voit arriver aujourd'hui. Donc, j'espère que finalement, le mouvement qui est en train de se passer entre l'explosion des abonnements numériques et le développement, entre guillemets, du streaming de la presse, va permettre à ce secteur-là, qui souffre énormément en ce moment, de retrouver le chemin de la croissance, comme l'a fait le domaine de la musique. Rappelez-moi votre question. Ma question, c'était enfin, puisque… excusez-moi, je l'ai perdu moi aussi. C'était le développement des usages. Voilà, des usages vidéo 3D, etc. Voilà. Alors, donc ça, c'était sur la partie photographique. Pour la partie, la partie presse. Pour la partie des autres usages qui vont être… Alors, excusez-moi, parce que je me lie quand même énormément au domaine finalement économique, et c'est vrai que je ne suis pas un agent de photographe d'art ou de galerie. C'est un domaine que je connais peu. Un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir affirmer des choses comme je le fais dans d'autres domaines. Pour le domaine de la publicité, de la communication et tout ça, on voit une vraie évolution des usages. C'est-à-dire qu'évidemment,
dans les différents secteurs dans lesquels vont intervenir la publicité, la communication, qui va être à la fois l'affichage, la presse, la télévision, le cinéma, la radio, voilà, tous les domaines divers et variés. Dans le domaine de l'image, on voit évidemment que la majorité des investissements publicitaires dans le domaine de l'image, mais pas seulement, hein, dans le domaine du film, où je ne parlerai beaucoup moins de l'audio parce que je m'y connais beaucoup moins, mais finalement dans ce domaine-là, évidemment le grand gagnant est le domaine numérique. De plus en plus d'investissements de communication sont maintenant de plus en plus développés vers le domaine Internet ou le domaine des applications de nos smartphones. Et on voit que ce secteur-là augmente de manière forte et régulière, et que les investissements dans les autres secteurs évidemment baissent, particulièrement dans la presse, mais également dans d'autres secteurs comme l'affichage, comme la télévision. Et j'imagine malheureusement, enfin, malheureusement c'est un jugement personnel, que la crise actuelle va amplifier ce bouleversement et ces tendances. Après aussi avec personnellement je considère comme des fausses idées aussi de la part des communicants. Il faut savoir, enfin, personnellement je considère que le domaine numérique finalement est très attractif de par les prix, évidemment, parce que les investissements publicitaires sur le web et sur le web de manière générale, net ou appli, est finalement considéré comme peu cher, et parce que les GAFA offrent un espèce de semblant de maîtrise totale des cibles auxquelles vous vous adressez. La classe d'âge, les CSP, hommes, femmes, voilà, ça va être très divers. Et donc, ils ont évidemment, par l'utilisation des data, une mesure de leur audience très très fine, et évidemment ce qui est très alléchant pour la communication, de cibler précisément telle catégorie de population. Et évidemment, qui dit forte augmentation des investissements vers le web, dit un petit peu une évolution des usages et des souhaits sur ces supports-là. C'est-à-dire qu'on s'est évidemment rendu compte que l'image fixe était, entre guillemets, de moins en moins attrayante sur ces supports-là. Évidemment, face à la richesse que peut offrir la vidéo, les objets numériques, GIF, photographe, et qu'évidemment l'œil est beaucoup plus attiré par ce qui est en mouvement et ce qui a du son, par ce qui est fixe. Donc on peut en effet supposer que les tendances futures vont encore augmenter l'utilisation des usages soit complètement vidéo, soit mixtes, mêlant de la photographie et de l'animation dans la photographie. Et que ça, en effet, on peut supposer que il va y avoir certainement un déplacement de plus en plus fort vers la vidéo, au détriment de l'image fixe de manière classique, de manière fixe en fait. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre en compte, que moi, du coup, j'ai exposé à mes photographes en leur demandant de prendre en compte cette tendance et en leur incitant, notamment en ce moment avec le temps qu'on peut tous avoir un peu plus, à s'intéresser en effet, certainement à la formation à la vidéo. Et voilà. Donc en fait, oui, j'ai peur que malheureusement, la photographie traditionnelle, l'image fixe, peut-être pâtisse des évolutions qu'on observait déjà naturellement et qui vont certainement s'amplifier avec la conjoncture actuelle. Donc oui, la pluridisciplinarité, à mon avis, est essentielle
Premièrement, pour pouvoir augmenter son arc de compétences et donc éventuellement son panel de clients. Évidemment, plus on a de compétences, plus on peut avoir de clients. Et après, parce que évidemment aussi, les clients, et notamment dans le domaine de la communication et de la publicité, sont très très friands de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à payer d'un côté un photographe, de l'autre côté quelqu'un pour la vidéo, backstage, et faire après des animations GIF et tout ça, au lieu d'avoir à payer 2, 3, 4, 5 personnes, évidemment, de manière économique, ils sont très friands de réunir tout pour moins cher dans une seule personne. Du coup, ça me fait aussi penser à quelque chose qui est un mouvement qu'on voit, que moi j'observe énormément dans les jeunes générations, j'imagine, de vous, en fait, qui est le regroupement de compétences. C'est-à-dire par amitié, par affinité, par idée, des jeunes qui vont réunir dans des pôles de 2, 3, 4, 5, 6 personnes une adjonction de compétences qui va permettre de répondre de manière globale finalement à la demande d'un client. Et personnellement, je trouve ça finalement très intéressant. Je trouve ça très intéressant de réunir ces compétences-là de manière à être plus forts ensemble finalement qu'individuellement. Ce qui est un petit peu le but, notamment moi de ma structure, c'est d'être plus fort ensemble plutôt qu'individuellement. C'est l'adjonction de compétences au profit de tous et chacun apportant la compétence, sa spécificité, sa professionnalisation et son expérience dans un domaine au bénéfice de tous. Bon, je suis très dans le collectif et dans le partage, donc c'est une vision que j'aime beaucoup des choses. Après, évidemment, ça pose beaucoup de questions au quotidien, beaucoup de complexité dans la gestion des égos, des personnalités et tout ça, des égoïsmes aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est tous égoïstes et voilà, on veut tous un petit peu des fois tirer la couverture à son propre bénéfice. Je pense que c'est intéressant de ne pas oublier que finalement, c'est dans cette adjonction de compétences et d'expérience, tout le monde peut être gagnant. Voilà, mais dans le respect évidemment des uns et des autres et dans le respect financier aussi des uns et des autres, évidemment. Hein. C'est un des maîtres mots pour réussir l'exercice. Je vous remercie de nous ramener à la réalité économique du métier. Justement, à ce propos, moi, je voulais vous demander d'abord quelle était la commission que vous prenez, si vous êtes d'accord pour nous répondre, et ensuite de faire un petit peut-être rappel de quels sont les tarifs de la presse, enfin jusqu'à quelle hauteur on peut espérer être rémunéré. Enfin voilà. Alors, vous allez me permettre d'être un peu plus vague sur ma commission, entre guillemets. Je vais plutôt vous donner les fourchettes en fait, pratiquées par la profession. Je pense que ce sera plus simple. Au niveau, alors je vais vous évoquer d'un côté le domaine presse et d'autre côté les domaines plutôt publicité, communication et tout ça, parce que les usages ne sont pas les mêmes. Au niveau de la presse, on va avoir plusieurs cas. On va avoir les gens qui vont être finalement dans des structures traditionnelles d'agences et de représentation par des agences, petites ou grosses, et dans lesquelles les pourcentages vont finalement, pour le photographe, être entre 40% et 60%. Je sais que c'est assez dur à entendre, hein, mais voilà, c'est un fait. On va dire que la moyenne, c'est vraiment 50%. Il y en a qui font des efforts, dont moi, et qui essaient qui prennent moins. Et d'autres qui vont au contraire prendre plus. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais on m'a dit que le contrat de base maintenant dans l'agence Getty est de 60% au profit de l'agence et de 40% au niveau du photographe. Voilà, ça c'est un petit peu aussi le problème du développement des monopoles, ce qui est un petit peu le cas de l'agence Getty. J'espère ne froisser personne en disant ça. On parle d'une multinationale et qui a les moyens d'imposer un petit peu ses conditions et ses contrats et ses clauses contractuelles.
Voilà, pour quelqu'un qui fait du droit, je peux vous dire qu'elles ne sont pas forcément totalement respectueuses des droits du photographe. Enfin, si, des droits du photographe, parce que c'est dans un cadre légal tout à fait, mais voilà, qui est en position de force peut imposer ses conditions, et notamment au niveau juridique et au niveau financier. Ça, ce sont les agences traditionnelles. Évidemment, se sont développées depuis un moment maintenant des solutions alternatives qui vont être des plateformes de moi ce que j'appelle des plateformes de mise en mise en commun des moyens. C'est-à-dire qu'ils vont plus être des structures qui vont mettre en moyen, en profit d'une communauté de photographes, d'adhérents, entre guillemets, les moyens modernes de diffusion des photos qui vont être la présence sur un site web, sur des plateformes de distribution de photos telles que Pixpalace, dont je ne sais pas si j'imagine que tout le monde en a un petit peu entendu parler, mais voilà, Pixpalace, c'est une espèce de méga structure de diffusion des photos et enfin de diffusion, pas de diffusion, de présence des photos. C'est une base de recherche en fait finalement qui est mise à disposition contre un abonnement évidemment à la disposition des clients, et quasiment maintenant tous les groupes de presse y sont abonnés. C'est un petit peu un hypermarché de la photographie. L'avantage, c'est que voilà, on y trouve de tout. L'inconvénient, c'est qu'on y trouve de tout, le meilleur comme le pire. Et on se rend compte que de moins en moins de gens aussi font de travail d'editing de leurs photos, à la fois au niveau des photographes et à la fois au niveau des agences, dont c'est le travail. Hein. L'agence ou l'agent est censé faire un editing est souvent plus resserré que son photographe personnellement en tout cas, je considère, pour ne mettre que le meilleur en avant du photographe. Bon, on voit que certaines agences ne font plus du tout ce travail-là et on va avoir 150 photos de la montée des marches de telle personne voilà, qui va être pris à chaque pas de sa montée des marches, et toutes les photos seront dans l'editing. Donc on est sur cette méga plateforme, finalement on se retrouve avec le pire et le meilleur. Donc évidemment les gens du côté de la presse hurlent sur ce fait-là, sur le fait que voilà, c'est une espèce d'immense base où c'est impossible de trouver, machin. Bon. Mais voilà, c'est un petit peu un incontournable des ressources photo. Et donc, en fait, finalement, des agences qui vont mettre à disposition ces outils-là contre une j'ai envie de dire, une cotisation, un abonnement. Donc, il y a plusieurs structures qui sont dans ce domaine-là, qui vont être Divergence, Hans Lucas, et j'en oublie certainement d'autres. Ce sont un petit peu les deux plus grosses, et qui finalement, contre un abonnement ou une cotisation, vont mettre à disposition, fixe, sauf erreur, hein, je ne voudrais pas commettre d'erreur, mais qui vont mettre à disposition tous ces outils. Donc le photographe paye un abonnement ou une cotisation, d'après ce que j'ai entendu, avec des montants vraiment raisonnables, pour avoir accès finalement à la même distribution que de grosses agences ou de petites agences. Moi, je fais une agence, je suis un agent, mais voilà, je me sers aussi de ces outils-là pour la diffusion, à mes conditions, par contre, à mes conditions avec ma charte. Mais voilà, maintenant, à contraire d'une certaine époque, même un photographe entre guillemets indépendant peut avoir accès pour un coût faible à tous ces outils de distribution. Après, ça me permet juste une visibilité, ça ne fait pas tout le travail. C'est-à-dire que ces agences-là ne sont que des agences de mise en avant, enfin de distribution de leur travail, mais il n'y a aucun travail de communication, d'accompagnement, de conseil, de mise en avant, de relationnel. Non, voilà, c'est une plateforme. C'est juste une plateforme comme va l'être des plateformes comme Malte ou ce genre Bon, en fait, on expose un travail, mais voilà, il est juste exposé. Ça n'empêche pas tout le travail qu'il faut faire pour évidemment développer une clientèle. Après, si on bascule du côté de la publicité, de la communication, les pourcentages vont être différents. Ils vont être entre sauf erreur, pareil, je ne connais pas tous les usages. Et puis, pour le coup, dans ce domaine-là, les pourcentages sont des informations un peu confidentielles. Et du coup, on va dire que ça va être entre 25 et 35% de la commande. Donc, on est sur quelque chose de moindre, mais sur des sommes souvent plus importantes. Donc, voilà. Voilà un petit peu au niveau des différents taux de commission. Et rappelez-moi la deuxième question.
Attendez. Non, il y avait pas de deuxième question, c'était au sujet de votre… si, pardon. C'était au niveau de la rémunération dans les différents organes de presse, Ah par oui. exemple, jusqu'à… Voilà. Alors, ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, hein. Bon, on va être sur un tarif de commande qui va être pour la réalisation d'un travail qui va durer maximum une demi-journée, on va dire. Évidemment, sans jamais inclure le temps de post-production, hein. Plus personne n'inclut le temps de post-production. C'est le temps de réalisation de la séance. On va dire maximum à une demi-journée. On va être au minimum, sauf erreur encore une fois, à 200 € la commande pour maximum une demi-journée. Et les meilleurs clients vont pouvoir payer entre 400 et 500 €. Si on est du côté presse sur un usage qui va monter en couverture, même si ça n'a duré qu'une demi-journée, si l'usage est vraiment important, soit en couverture, soit vraiment ça prend beaucoup de pages dans le magazine, on va monter sur minimum 800 €, 700, 800 € jusqu'à 1500, 1500, 1600 pour les plus gros, 2000. Donc là, c'était sur une demi-journée. Après, si on part sur un travail d'une plus grande ampleur, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règle, puisque ça va dépendre du temps en fait qu'on va considérer. C'est évidemment pas la même chose si on va consacrer 2 jours, une semaine, un mois. Bon, voilà. Après, on peut partir sur le principe que dès qu'on va rentrer vraiment sur un usage presse d'une certaine ampleur, donc je vais éviter tous les cas exceptionnels et tout ça, mais qui va être un reportage de 4-5 jours à l'étranger ou même en France, ou une séance qui va passer à la fois en couverture et 6-7 pages à l'intérieur d'un magazine, on va être au minimum dans les 2000, ouais, vraiment au minimum 1500, ouais, on va dire, disons 2000 €, même s'il peut y avoir un petit peu d'écart un peu plus bas. Et après, ça peut aller jusqu'à 3500, 4000, 5000. Voilà, ça dépend vraiment de l'ampleur du projet et évidemment de la diffusion du titre. Plus le titre diffuse, plus il est important. Évidemment, plus les montants sont censés être représentatifs de ce poids-là. Évidemment, un journal qui est moins important rémunérera moins. Ça, c'est une vraie logique financière, même si des fois, elle est perturbée par le fait que, évidemment, certains titres apportent beaucoup plus d'importance à la photographie que d'autres. Et je vais citer évidemment on va dire les journaux du groupe, enfin pas du groupe Le Monde, mais le Monde Magazine, Libération vont payer plus que d'autres quotidiens. Et après, dans les news, on va être à peu près dans le même montant. Bon, ouais, évidemment, il y a aussi dans le paiement, il y a le reflet de l'importance qu'apporte la direction artistique à la place de la photographie dans le journal. D'accord, merci. Moi, j'ai plus de questions pour l'instant, mais s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent poser une question, n'hésitez pas dans le chat. Elle sera retransmise. Sinon, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes photographes comme nous, issus d'école, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je leur dirais que dans la réussite d'un photographe, je vais m'exprimer évidemment de manière personnelle, hein, je pense que dans la réussite d'un photographe, je ne donnerai pas de pourcentage, mais il va y avoir évidemment la partie artistique. C'est-à-dire que on ne remplacera pas la qualité du travail des uns et des autres. Mais se satisfaire de ça, je pense que c'est vraiment ne pas prendre en compte toute la réalité des choses. C'est-à-dire que la qualité du travail est très importante, mais pour moi, deux facteurs vont être aussi importants, enfin pas aussi importants, mais bon, voilà, encore une fois, je ne peux pas mettre de pourcentage parce que ça va dépendre de chacun. Mais il va y avoir d'un côté comment dire, l'approche business, économique finalement du photographe. C'est-à-dire que
on va percevoir la manière dont fonctionne le milieu dans lequel on veut s'insérer. Et ça, je pense que c'est vital. C'est vital de savoir, de connaître son milieu économique quand on est photographe ou quel que soit l'autre domaine dans lequel on souhaite s'insérer, si on a fait une école d'ingénieur ou d'avocat, enfin voilà. Il faut connaître le milieu dans lequel on veut travailler. On ne peut pas se dire, tiens, je voudrais être photographe, mais n'avoir aucune idée du milieu professionnel dans lequel on souhaite rentrer. Et je dis ça d'autant plus que personnellement, c'est exactement ce qui s'est produit à titre personnel. Encore une fois, je viens du droit et évidemment, je suis arrivé dans un secteur que je ne connaissais absolument pas. Mon premier travail, ça a été ça, de découvrir qui était, alors puisque j'ai commencé dans la presse, c'était de savoir quels étaient les titres existants, qui étaient les gens qui étaient les personnes en charge de la photographie et notamment de la commande photographique dans ces titres-là. Donc j'ai écumé donc je vous parle d'il y a quand même un certain moment, les ours, donc les sommaires, enfin les sommaires, les ours, donc la liste artistique des magazines. J'imagine que tout le monde sait ce qu'est un ours, pour savoir qui était en charge de la photographie. Et là, on se rend compte que dans ceux qui passent les commandes, il peut y avoir d'un côté les chefs de service photo, d'un autre côté les directeurs artistiques, et selon les titres, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont en charge de la commande photographique. D'un côté, ça va être soit les directeurs artistiques, dans d'autres titres, ça va être uniquement les responsables de service photo. Après, la temporalité. La temporalité, quand il travaille sur un sujet, il travaille sur un sujet avec quel délai. Si on réalise un sujet d'actualité sur le déconfinement, par exemple, de manière photographique, si on travaille sur un sujet de déconfinement et qu'on souhaite le vendre à la presse, il faut être dans le bon timing. De faire un sujet sur le déconfinement aujourd'hui en espérant le vendre à la presse, donc ça va être minimum pour une publication dans 3 jours au niveau de la presse quotidienne, parce que voilà, les quotidiens, voilà, le temps qu'on envoie son sujet, qu'il soit intégré, blablabla, je pense que c'est minimum 3 jours. Un hebdo, ça va être en fonction du moment de la semaine où on se trouve, minimum dans 6 jours, voire dans 10 jours, en fonction des délais de bouclage. Un mensuel, il travaille en général un mois à l'avance, donc ce serait pour une publication au mois de fin juin, début juillet. Donc voilà, quand on fait il faut connaître, il faut connaître son secteur professionnel. Il faut donc s'intéresser à comment il fonctionne, quelles sont les personnes qu'il faut cibler pour avoir du travail, soit pour avoir des commandes, soit pour revendre ses photos. Et ça, quel que soit le secteur dans lequel on travaille et quand on souhaite s'insérer, on ne peut pas s'insérer dans un secteur professionnel sans avoir un minimum de connaissances. Et donc, moi, pour avoir croisé beaucoup d'étudiants lors de des lectures de portfolio, pour avoir entretenu ensuite des relations avec certains d'entre eux qui avaient bien compris, et notamment en me fréquentant, que finalement, il fallait connaître son milieu pour pouvoir en connaître les contours et donc savoir à qui s'adresser et quand pour pouvoir espérer avoir du travail ou vendre ses photos. Donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel que les photographes aient cet aspect business économique, soit eux-mêmes, soit en se faisant représenter par un agent ou une agence. Évidemment, moi, c'est mon travail et de faire ça, soit pour le compte des photographes, pas complètement, ils ont tous leur réseau professionnel propre, et moi, je ne suis qu'une adjonction, entre guillemets, soit de manière complète. Il y a des photographes qui ont beaucoup moins cette notion du business que d'autres et qui, du coup, vont beaucoup plus se laisser porter par ma compétence dans ce domaine-là que d'autres. Voilà, ça, c'est une histoire de caractère et oui, de caractère, tout simplement. Et le troisième aspect qui me paraît vraiment très important aussi quand on veut devenir photographe, c'est la communication. C'est-à-dire d'aller maîtriser le bon moyen. Je pense que la communication, c'est devenu
quelque chose d'essentiel face à la multiplicité, voire la surabondance de sources photographiques, par rapport au nombre de photographes qui vivent déjà la profession ou qui vont vouloir en vivre, par rapport à la baisse, par rapport à la contraction des masses salariales, enfin pas des masses salariales, du personnel chargé de la photographie ou de l'image dans la presse, mais pas seulement dans le secteur de la communication et de la publicité aussi. On constate une réduction des spécialistes de la photo, aussi bien directeurs artistiques, achats d'art, service photo. Voilà, on est sur une compression et une dévalorisation du métier de l'image dans beaucoup de secteurs. Malheureusement, on considère que finalement, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament spécialistes de la photographie, de l'image, qui estiment qu'ils en ont la compétence et qui traduit juste une très grande dévalorisation de ces métiers-là et de nos métiers de manière générale. Il y a beaucoup maintenant, par exemple dans la presse, de journalistes de l'écrit qui estiment qu'ils sont devenus, sans aucune formation et sans aucune légitimité, ils sont devenus finalement les responsables photographiques de leur secteur. Par exemple, je vais citer un exemple très bête sans le citer, sans le nommer, dans un news magazine. Finalement, donc il y a des rédacteurs en chef par rubrique. Alors, rubrique culture, rubrique économie, rubrique politique, blablabla. Et finalement, ce sont ces rédacteurs en chef journalistes qui sont devenus responsables du choix des photos de leur rubrique. Moi, je trouve ça complètement aberrant et inquiétant qu'il y ait des gens qui n'ont jamais eu la moindre des formations photographiques ou à l'image, finalement, en deviennent les responsables. C'est comme si moi, personnellement, maintenant, c'est comme si si les responsables de services photo de certains magazines disaient à certains journalistes, écoute, j'ai lu ton article, mais finalement, je trouve qu'il n'est pas très bon, tu devrais un petit peu le relire, voire enlever quelques phrases et tout ça. Bon, je pense qu'il y aurait une réaction horrifiée de la part des journalistes si on leur disait ça, mais malheureusement, c'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la photographie. Dans le domaine des agences de com et de publicité, également, l'achat d'art maintenant, le service achat d'art est de plus en plus réduit, voire externalisé, puisque tout le monde devient expert de la photographie. Voilà. Donc, je pense que la communication, de savoir développer sa communication de manière globale, son relationnel aussi, le relationnel est très très important. Il y a un de mes photographes, dont ça ne sert à rien de citer le nom, mais personnellement, je considère que sa réussite professionnelle, elle est bien sûr beaucoup plus liée à son art photographique, mais le relationnel qu'il entretient avec son milieu et ses clients a joué une part très très importante dans sa réussite. Voilà. Donc en fait, voilà, être aujourd'hui artiste et notamment artiste photographe, c'est être bon photographiquement, en tout cas être reconnu comme bon photographiquement, parce que c'est évidemment une question de reconnaissance par ses pairs et ses clients. Mais donc voilà, être reconnu pour son art photographique, mais également avoir une bonne notion du secteur dans lequel on évolue, donc une bonne notion du business, entretenir un relationnel fort et évidemment plutôt agréable avec son milieu, développer les outils de communication à sa disposition pour communiquer auprès de ses clients ou sur Instagram ou sur d'autres plateformes de l'image. Oui, maintenant, c'est un métier de 360 degrés, on va dire, et d'autant plus si vous développez en plus la vidéo et tout ça. Mais j'ai envie de dire, bon, on parle de ça dans le domaine photographique. Là, on parle de notre secteur, le secteur de la photographie. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu le lot de tous les gens qui maintenant développent en profession indépendante, profession libérale, profession artistique ou autre, hein, je veux dire, quand on entend devenir un spécialiste du développement de sites web,
bon, voilà, il faut faire exactement, je pense, la même chose, être bon dans la réalisation de sites internet, mais également avoir une bonne notion du business, développer sa communication, son relationnel. Je pense que maintenant, c'est un petit peu le lot de toutes les professions indépendantes, c'est d'avoir finalement la notion de l'activité de manière globale, à la fois artistique, économique, relationnelle et en termes de communication. C'est transversal, je pense, à toutes les activités indépendantes. Merci beaucoup. Je sais qu'on doit rendre la plateforme à 12h30, qu'on doit finir à 12h30. Du coup, s'il y a des questions, profitez-en maintenant parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et si jamais il n'y a pas de questions, moi, je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. C'était très riche, c'était très dense, c'était super intéressant pour nous. Plaisir. Et merci beaucoup pour votre temps et votre disponibilité. C'est un plaisir pour moi. Je pense que c'est très important et je m'en suis rendu compte en fait, évidemment avec l'expérience et avec le passé, et aussi par le fait que je considère comme nécessaire d'être à l'écoute de toutes les nouvelles générations, parce qu'évidemment, aussi bien à mon niveau que dans tous les niveaux, de nouveaux usages, de nouvelles compétences, de nouvelles envies, de nouvelles valeurs se développent au fur et à mesure des générations. Et évidemment, il est très très important pour quelqu'un de mon âge de rester à l'écoute de tout ça, parce que vous êtes le futur. Donc, on est obligé évidemment de vous occuper, de vous écouter. Et je me suis rendu compte à quel point, en restant à l'écoute des jeunes générations, elles étaient en demande évidemment de conseils, d'accompagnement, d'idées. Bon, encore une fois, c'est le lot de tout le monde, hein. Quand on commence dans une activité, de la même manière que moi-même, quand j'ai commencé mon activité, voilà, c'est une page blanche, hein. Donc il faut, et justement, il faut apprendre de l'expérience des autres et de l'échange. Donc de la même manière que moi, je me nourris de vous, je suis aussi soucieux de faire l'inverse et de rendre l'appareil en partageant mon expérience avec vos générations. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément formé vraiment à tout ça, à gérer le relationnel, à gérer toute la partie administrative de notre activité, si je puis dire. Et en fait, une fois qu'on sort de l'école, on se retrouve souvent assez seul puisqu'on n'est plus avec des gens qui pratiquent la même chose que nous. Enfin, enfin, je vous rejoins complètement sur ce que vous avez dit, quoi. C'est Oui, super. j'ai envie de dire que, malheureusement, je pense que c'est un des travers, enfin, un travers, le mot est peut-être un petit peu fort, hein, mais je pense que c'est un constat qui peut être partagé dans beaucoup de domaines du système éducatif français. Et je ne dis pas ça en tant que jugement, hein, je fais juste ça de manière factuelle, c'est-à-dire que euh, je trouve que le système éducatif français a beaucoup développé historiquement, et certainement encore maintenant, même si ça se réduit, le développement des connaissances théoriques. Et donc, avec des fois des lacunes ou un oubli des compétences pratiques. Et ça, évidemment, on parle beaucoup plus des filières générales que des filières techniques et professionnelles, hein, dans lesquelles c'est beaucoup plus développé. Et je pense à raison, parce que c'est oublier un grand pan de l'apprentissage d'un métier, qui est d'apprendre à la fois l'aspect théorique, mais également l'aspect pratique. Moi, je l'ai personnellement vécu totalement dans mes études de droit. Lorsque je suis arrivé chez mon avocat au Conseil d'État, je me suis rendu compte que mes 6 ans, je parle de 6 ans quand même, hein, de droit, ne m'avaient absolument pas formé au quotidien de l'activité, de monter un dossier, de ça. Quand je dis ça, j'exagère un peu. Bien sûr que si, ça m'avait formé, mais ça m'avait formé sur tout l'aspect théorique. Ça ne m'avait pas formé sur l'aspect technique. Et donc, évidemment, d'où l'importance des contrats en alternance, de l'apprentissage et tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment
très très bien que ce soit aujourd'hui mis en avant et j'espère que ça va continuer à l'être parce que c'est le moyen d'acquérir toutes les compétences techniques en dehors de théorique. Donc en fait, les écoles de photo sont dans le même bain que tout le monde, qui est que voilà, en France, je pense que, et encore une fois, sans jugement, parce qu'il y a des aspects positifs et négatifs à ça, mais que voilà, il y a un pan qui n'est pas assez mis en avant, mais commun à toutes les formations. Vous n'êtes pas dans un bain spécifique. Non, je pense que c'est transversal, encore une fois. Dans beaucoup de formations, il y a des lacunes du côté de la formation pratique. Ça, bon, voilà. J'ai juste une dernière question de Mariam qui demande s'il vaut mieux rejoindre immédiatement une agence ou pas. Je ne sais pas si la question elle se pose dans ce sens-là. Alors, si c'est de rejoindre un des types d'agences que nous avons évoqués tout à l'heure, telles que les plateformes collaboratives, presque, on va dire finalement, qui mettent en commun des outils, notamment informatiques, en fait, au profit de tous, ça, j'ai envie de dire, bah, oui, pourquoi pas, en effet, hein, ça peut être intéressant parce que si on a déjà des travaux photographiques qu'on souhaiterait mettre en avant, voire qui ont un potentiel économique, parce que la question, elle est aussi là, hein, c'est que de la photographie, en tout cas sur ces plateformes-là, et encore en excluant évidemment le domaine de l'art, mais en tout cas, si on revient au domaine, par exemple, de la presse, euh, il faut qu'il y ait un potentiel, entre guillemets, économique à la photo. Et donc, ça peut être intéressant de les mettre sur ces plateformes-là à un coût relativement faible qui permet de les mettre en avant sur des plateformes à destination d'une éventuelle clientèle. Là, évidemment, va être essentiel le travail d'indexation de ces photographies et notamment des champs IPTC. Ça va être essentiel de bien renseigner les champs IPTC de ces photographies parce que c'est le seul moyen pour un éventuel acheteur de tomber sur ces photographies-là. L'acheteur, il va taper des mots-clés et en fonction de ces mots-clés qu'il va taper, vont remonter un résultat de recherche. Donc évidemment, l'importance essentielle de bien renseigner les mots-clés de ces photographies et j'espère que vous y êtes préparé par votre école, même si c'est un métier quelque part différent, l'indexation et l'archivage, mais je pense que c'est très important pour un photographe de maîtriser cet aspect-là. Donc oui, vous pouvez en effet, pour une cotisation moyenne, être sur cette plateforme technique de distribution des photos. Après, il ne faudra pas en attendre grand-chose dans le sens où soit le client va tomber dessus, l'acheteur final va tomber dessus parce qu'il aura tapé les bons clés et qu'il va être intéressé par la photo et donc il va pouvoir l'acheter. Et donc ça, c'est une chaîne d'événements qu'on ne maîtrise pas forcément. Après, il y a certaines de ces plateformes qui ont mis en commun des outils de formation collaboratifs avec je ne sais pas si ce sont des séminaires ou des cours, ou voilà, par aussi la mise en commun de compétences hors photographie. Et voilà, et donc c'est vrai que j'ai envie de dire, déjà une bonne aide pour commencer à s'insérer dans un milieu professionnel et pour en connaître le fonctionnement et les différents aspects. Après, il ne faut pas en attendre des résultats mirobolants. Ça ne fera pas le métier à votre place, mais ça peut être un premier pied dans un domaine économique et professionnel. Mais là, on parle uniquement de ces secteurs-là. Après, si on parle des agences au sens plus classique, bon, les grosses agences, ça ne marche pas comme ça, où je veux rentrer dans l'agence et l'agence va m'accepter. Il y a un travail de tri qui est fait, de sélection qui est fait par les agences, plus ou moins larges. Il y en a qui vont avoir les portes grandes ouvertes pour recruter le plus de photographes possible et le plus de distribution possible au détriment de la qualité. Pour moi, ça a toujours été le débat entre quantité et qualité, pas seulement dans le domaine photographique, mais dans tous les domaines, encore une fois. Il y a la qualité d'un côté, la quantité et le milieu. Personnellement, évidemment, en tant que petite structure qui ne représente que 12 photographes, j'ai évidemment mis l'aspect sur la quantité
plutôt que sur la qualité. Donc évidemment, mes critères de recrutement vont être, j'ai envie de dire, est-ce que je dis énorme? En tout cas, beaucoup plus important qu'une structure généraliste multinationale. Mais ça, c'est une évidence dans mon secteur comme dans d'autres. Moi, j'ai misé sur la qualité, d'autres ont choisi la quantité, les critères d'admission, parce que là, je parle vraiment de critères d'admission, sont totalement différents. Donc, je pense qu'en sortant d'une école, il va être très compliqué de prétendre rentrer chez un agent directement, comme une petite structure comme la mienne, évidemment, parce que moi, chaque place est comptée. Hein. Je n'en prendrai peut-être que maximum 3 dans le futur. Bon, bah, chaque place a une importance, pas capitale, mais voilà, les places sont très comptées. Une structure, une agence généraliste beaucoup plus importante, évidemment, aura beaucoup moins de critères d'entrée dans la structure, parce que de toute façon, eux, majoritairement, ça va se réduire à un énorme site internet avec des fois 2-3 commerciaux derrière qui vont essayer de faire le boulot. Mais j'ai envie de dire maintenant, malheureusement, c'est finalement presque plus qu'un site internet qui met en avant le travail, évidemment avec un travail de newsletter, de blabla. Mais bon, voilà, il y a de moins en moins. Donc en fait, je pense que le premier stade est le plus évident pour quelqu'un qui sort d'une école et qui a encore peu de travaux et tout ça, ça va être de se rapprocher des structures collaboratives que j'ai déjà évoquées. Parce que je pense que les critères d'entrée, je ne les connais pas, hein, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus restreints, et notamment par le fait que c'est plus l'adhésion à un outil finalement qu'une sélection à l'entrée. Et ça peut être déjà en fait un très bon moyen de se confronter à un milieu professionnel, je pense. Merci. Bon, il est 12h30, on va devoir couper pour que Laurent puisse enchaîner. Mais en tout cas, bon, merci encore d'être venu. Voilà, il y a plein de petits mots qui arrivent de remerciements. Donc voilà, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi. Beaucoup de courage à vous. Et, et n'oubliez pas vraiment ça, d'appréhender les différents aspects de son métier, pas seulement l'aspect artistique. Ça, Ouais. c'est essentiel. Mm. Et le travail personnel, comme on l'a évoqué aussi, ne jamais l'oublier, même si on est pris par les contraintes économiques. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.